liées à l'activité humaine. Si on recule de 5 ans, le niveau d'activité sismique dans la région était faible. Les tremblements de terre n'étaient pas fréquents. Ce qu'on a vu depuis 5 ans, c'est l'augmentation croissante des séismes. Et on s'est demandé pourquoi. Ça semblait se produire là où se trouvaient les puits de fracturation hydraulique. Alors on a voulu voir s'il y avait un lien entre les deux. Gail Atkinson et ses collègues ont donc fait une analyse statistique des tremblements de terre dans le bassin sédimentaire de l'Ouest entre 1985 et 2015. Ils ont regardé si les secousses se produisaient à proximité des puits et s'ils se produisaient en même temps que les activités de fracturation hydraulique. On a vu que 60% des tremblements de terre survenaient à moins de quelques kilomètres des puits, dans un court intervalle de temps après la fracturation hydraulique. En superposant la zone des tremblements de terre aux zones de fracturation hydraulique, la corrélation est apparue évidente. Dans la région de Fox Creek, où se concentre un grand nombre de puits, les secousses ont atteint la magnitude de 4,8 en janvier 2016. Pas assez puissante pour causer des dommages sévères, mais assez importante pour être ressentie en surface. Il y a 5 ans, personne ne croyait que la fracturation hydraulique pouvait générer des secousses de magnitude 4. Non. On disait tout au plus magnitude 1 ou 2. Il faut dire que la fracturation hydraulique a connu un boom avec l'exploitation récente du gaz et du pétrole de schiste. Le procédé consiste à injecter dans un puits creusé à l'horizontale une solution d'eau, de sable et de composés chimiques à très haute pression. Elle permet de créer des microfractures dans la roche afin de libérer le pétrole ou le gaz. Cette injection d'eau crée une onde de surpression qui se propage dans le sol. Le géophysicien Burns Cheadle a collaboré à l'étude canadienne. Il a aussi travaillé 25 ans dans l'industrie pétrolière. C'est une question de temps et de distance avant que cette onde de pression fasse son chemin jusqu'à la faille. Ça peut prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Le mince film d'eau qui va se former le long de la faille va permettre aux parois toujours sous tension de glisser plus aisément l'une sur l'autre et de provoquer un séisme. L'énergie relâchée est due aux contraintes naturelles qui existent déjà dans la roche. Tout ce que fait l'injection d'eau, c'est que ça facilite la réactivation de la faille préexistante. Ça n'ajoute pas aux contraintes. Dans ce cas-ci, c'est un peu comme si on avançait l'horloge dans un sens. On amène quelque chose qui se serait probablement produit dans des centaines d'années, on l'amène plus rapidement en augmentant la pression d'eau le long de ces failles-là. Or, les failles ne sont pas toutes connues et identifiées, et il est difficile de mesurer les contraintes déjà accumulées le long de ces failles. Dans les conditions présentes de nos connaissances, on ne peut pas dire si une faille est près d'être réactivée ou pas. C'est difficile pour nous de savoir si la réinjection, si l'augmentation de pression d'eau le long d'une faille va produire un tremblement de terre, parce que ces facteurs-là sont très peu connus. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi il n'y a qu'une infime portion des puits de fracturation qui va générer un tremblement de terre. C'est moins de 1% des puits. Le puits doit être assez proche des failles. Selon nos modèles, on parle d'une distance de 1 à 2 km. Si vous avez une faille dans ce périmètre, prête à relâcher son énergie, c'est à cet endroit que surviendra le tremblement de terre. On peut penser que le risque de réactiver une faille augmente avec l'étendue de la zone qu'on perturbe.
c'est particulièrement vrai pour les puits horizontaux. Dans cette région de la Colombie-Britannique, on distingue ici et là des têtes de puits. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le réseau très dense qu'ils forment sous terre. Chaque puits court sur une distance de 1 à 2 km à l'horizontale. Leur impact s'étend sur des kilomètres carrés. Aux États-Unis, curieusement, ce n'est pas tant la fracturation hydraulique qui est liée au tremblement de terre. Ce sont plutôt les puits d'enfouissement. Les Américains ont sans doute des secousses liées à la fracturation hydraulique. Mais ce signal pourrait être masqué par celui qui provient des puits d'enfouissement. L'industrie utilise ces puits d'enfouissement pour se débarrasser de l'eau générée par les activités pétrolières et gazières. C'est en bonne partie de l'eau salée, emprisonnée sous terre, qui remonte à la surface, en même temps que le pétrole et le gaz. Par endroits, on peut injecter l'équivalent de milliers, voire de millions de barils de ces fluides à chaque mois dans un puits. Aux États-Unis, leur nombre a explosé. En Oklahoma seulement, on compte plus de 3200 puits en activité. Il y a bien plus d'activités de pompage aux États-Unis et elles génèrent plus d'eau. Cette eau provient à la fois des exploitations de gaz et de pétrole, aussi bien des puits conventionnels que de puits de fracturation hydraulique. Et les volumes de liquide que génèrent ces activités-là sont bien plus grands que ce qu'on voit au Canada. Ces puits d'enfouissement existent aussi au Canada. Mais les chercheurs estiment qu'ils seraient liés au tiers seulement des séismes dans l'Ouest canadien. Au cœur des États-Unis, on les tient au contraire responsables de la multiplication des séismes. Pour la Commission géologique américaine, le USGS, le lien entre les tremblements de terre et les puits d'enfouissement est clair. C'est énorme et ça commence à représenter un risque considérable. C'est vraiment à partir de 2014-2015 où là, ça s'emballe. On voit justement que là, c'est centré autour de Oklahoma City. Là, on peut voir que vraiment, ça s'étend. C'est vraiment surprenant. Présentement, l'Oklahoma est, au point de vue des tremblements de terre, est plus active que la Californie même. En 2011, à Prague, près d'Oklahoma City, un séisme a atteint une magnitude de 5,6, du jamais vu dans la région. La maison tremblait. Il y avait de la poussière partout. Une magnitude suffisante pour faire tomber une cheminée ou fissurer des murs. C'est une des craintes. Une secousse de magnitude 6 ou 6,5 dans une ville, c'est plus sérieux. Généralement, les tremblements de terre naturels sont plus profonds. Dans le bouclier canadien, 10, 15, 20 km. On a vu jusqu'à celui du Saguenay en 88, 28 km de profondeur. Mais dans le cas de la fracturation hydraulique ou de la réinjection, ils sont plus près de la surface parce que c'est là, par l'injection, que vous changez les conditions préexistantes. Donc, les vibrations seraient plus intenses, très localement, qu'un séisme de même magnitude, mais plus profond. Depuis l'an dernier, certains États américains ont imposé à la fois des diminutions de pression d'injection et de volume de fluide injecté. Pour l'instant, on a observé une réduction partielle des séismes. Chez nous, depuis 2015, l'Alberta et la Colombie-Britannique forcent l'arrêt temporaire des activités dès qu'un séisme dépasse une magnitude de 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut continuer d'en faire, mais on doit mieux comprendre le phénomène pour essayer de diminuer la probabilité que certains événements soient assez forts pour causer des dommages, par exemple.